Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger le sujet de mathématiques du BPC 2021 du Cameroun. Donc, on va commencer aujourd'hui par l'activité numérique, donc qui sera la première partie, de l'évaluation des ressources. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par l'exercice 1. L'exercice 1 consiste à compléter ce tableau. Donc, nous avons des questions ici. Donc, nous allons compléter ce tableau avec des réponses justes. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est juste. Reproduire et compléter le tableau si compare la lettre précédente, la réponse juste pour chaque question. Donc, sans tarder, nous commençons tout de suite par la première question. Première question, on dit, l'écriture scientifique du nombre A égale. Voilà, on nous a donné le nombre A et on devra choisir la bonne réponse parmi les cas. Donc, tout de suite, on va commencer par faire la question numéro 1. Voilà, la première question nous disait de chercher l'écriture scientifique de A. Donc, pour ça, A, on va chercher son écriture scientifique. Donc, il faut savoir que l'écriture scientifique, c'est sous la forme de A, virgule, la partie décimale fois 10 puissance n, où A est un nombre compris entre 1 et 9. Ce n'est pas n'importe quel nombre, ce sont les entiers. C'est un entier qui est compris entre 1 et 9. Donc, cet entier-là peut être positif ou négatif, mais entre 1 et 9. OK? Ça peut être 1, 2, 3, 5, 8. Donc, pas de virgule. Donc, c'est compris entre 1 et 9. Et n ici, c'est un nombre qui appartient à Z. Donc, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Donc, on va donc chercher l'écriture scientifique de A sous cette forme-là. Donc, allons-y. Donc, lorsqu'on regarde notre A, on voit qu'il est mélangé avec les nombres et les puissances. Donc, on va déjà séparer les nombres et les puissances. Donc, les nombres d'un côté et les puissances de l'autre. Donc, allons-y. Donc, ici, on a 21 multiplié par 500. Le tout divisé par 0,7. Voilà. Nous avons des nombres ici. Et maintenant, on met des puissances de l'autre côté. Donc, multiplié par 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 2. Le tout exposant 3. Le tout maintenant sur 10 puissance 8. Voilà, on a séparé les nombres et les puissances. Ici, après le calcul, on obtient 15 000. Voilà, multiplié par... On va commencer par calculer ceci. N'oubliez pas que la formule de A puissance M, le tout puissance N égale à A puissance M fois N. Donc, c'est ça qu'on va appliquer. C'est ceci qu'on va appliquer ici. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 10 puissance 4 multiplié par 10 puissance. Eh bien, je fais M fois N, c'est-à-dire 2 fois 3. Ça me donne bien 6. Le tout sur 10 puissance 8. Voilà, ici, c'était 15 000. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais transformer ceci en écriture scientifique. Voilà, écriture scientifique. Le nombre qui est devant doit être non nul, comme on a dit ici. Donc, ici, on aura 1,5. Les zéros derrière la virgule, ça ne compte pas. Donc, ça fera 1,5. Et on s'est déplacé de combien? De 1, 2, 3, 4. Donc, ça va faire 1,5 fois 10 puissance 4. Voilà. Donc, on continue. Multiplié par... Ici, au numérateur, on a moins 4, on a 6. OK? Donc, on va faire la règle qui dit, la propriété qui dit A puissance M fois A puissance N égale à A puissance M plus N. Donc, on va additionner les deux puissances qu'on a là. Donc, ici, ça nous fait moins 4 plus 10. Et moins 4 plus 10, ça nous donne bien 2. Voilà. Donc, ici, ça sera 10 puissance 8. OK? Donc, on continue. N'oubliez pas que ici, ça a une propriété qui dit A puissance M sur A puissance N égale à A puissance M moins N. OK? Donc, ici, je vais faire exactement comme là. Donc, ici à la fin, on va faire M moins N. N'oubliez pas que le M est au numérateur et le N est au dénominateur. Donc, ici, on va faire 2 moins 8. Et 2 moins 8, ça nous donne bien moins 6. Voilà. Donc, et nous donnons l'écriture finale. L'écriture finale, c'est tout simplement en calculant ces deux-là selon cette propriété. Donc, à la fin, on aura A égale à 1,5 fois 10 puissance 4 moins 2, ça nous donne bien moins 2. 4 moins 6, ça nous donne moins 2. Et on a trouvé A sous la forme scientifique. Vous voyez que le nombre qui est ici est un nombre qui est compris entre 1 et 9. Les entiers, voilà. Donc, on va regarder à quoi correspond la réponse
qu'on a trouvé sur le A. Donc, ça correspond au B. Donc, ici, c'est la réponse B. Voilà, ici, j'ai mis B et nous passons directement à la deuxième question. Alors, la deuxième question nous dit, des scientifiques ont mesuré la taille des ailes de certaines chauves-souris qui vivent à Yaoundé. Bon, voilà le tableau qu'on nous a donné. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut, on peut dire par rapport à ce tableau-là? On va dire, comment on a mesuré la taille des ailes, ici, la taille c'est en centimètres, ici on a l'effectif des chauves-souris par catégorie, donc par mesure d'ailes. Donc on aura ici 22 chauves-souris qui ont les ailes de 20 cm, 20 chauves-souris qui ont les ailes de 21 cm, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ici, on nous pose comme question à savoir de donner la moyenne de la série statistique de ce tableau. Ok, donc on va donc chercher la moyenne de cette série statistique. Voilà, on sait déjà que la moyenne c'est la somme des modalités multipliées par l'effectif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va faire la modalité c'est la taille et l'effectif c'est ici en bas. Ok, la modalité c'est 20 fois 22, modalité fois effectif. Donc, on va faire 20 fois 22, plus 21 fois 20, plus 22 fois 28, plus 23 fois 17, plus 24 fois 13, divisé par l'effectif total. Donc, déjà ici, on cherche déjà le total. Le total ici, c'est 100. OK? Donc, après avoir fait la somme de ceci, ça nous donne 100 chauves-souris dont on a eu à étudier la taille des ailes. Voilà, après avoir fait la somme des tailles fois l'effectif, ok, on va donc diviser tout ça par 100 pour avoir la moyenne de la série qu'on a là. Voilà. Donc, on va donc chercher la moyenne et on viendra choisir à quoi cette moyenne correspond parmi les 4 réponses que nous avons ici. Voilà ce que je vous disais, voici ça que j'ai écrit ici. Donc, on fait moyenne fois effectif, modalité fois effectif pour les chauves-souris qui ont 20 cm, ainsi de suite. On fait la somme et on trouve ceci et on divise le tout par 100, l'effectif total. Voilà. Donc ici, après calcul, nous trouvons que ici, ça donne 21 2979, ok, divisé par 100. Et lorsqu'on divise ceci par 100, ça nous donne bien 21,79. Qu'est-ce que la réponse veut dire? Ça veut dire que les chauves-souris ont en moyenne 21,79 cm de longueur d'aile. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va donc chercher la réponse là dans notre question. Voilà, on voit bien que la réponse A porte 21,79 ainsi que la réponse C. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je prends ici le A. Donc, dans notre tableau, nous allons mettre la réponse A ou C. Voilà, dans notre tableau, nous avons mis A ou C. Donc, vous allez mettre une seule lettre, n'est-ce pas? Parce qu'on vous a dit de mettre une seule lettre. Donc, nous allons passer à la prochaine question. Voilà, la troisième question nous disait de chercher la forme factorisée de B, ok, et de la choisir parmi les 4 réponses que nous avons là. Donc ici, nous allons chercher la forme factorisée de B. Donc, on va utiliser l'une des techniques de factorisation parce qu'on en a deux. Il y a la technique à l'aide des identités remarquables, il y a la technique à l'aide des facteurs communs. Ici, nous voyons bien que ça ne ressemble à aucune identité remarquable que vous connaissez. Donc là, on va donc utiliser la technique avec des facteurs communs. Voilà, ici, j'ai recopié l'expression pour qu'on puisse aller directement dans la recherche de la forme factorisée. Maintenant, ici, on a un problème parce que lors des vidéos sur les factorisations que vous verrez dans la chaîne, j'avais dit ceci, il faut que nous ayons des couples de multiplication de part et d'autre de notre signe moins. Donc, il faut avoir un couple ici, minimum deux membres. Ici, on a déjà 2 membres, c'est-à-dire 5x moins 9 au carré. Donc, 5x 2 fois, ils sont déjà 2, c'est bon. Maintenant, de l'autre côté du signe moins, on a seulement un seul élément et cela va nous causer un problème. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut qu'on ajoute un élément ici pour que ça fasse minimum 2. Parce que j'avais dit minimum 2. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, minimum 2. Donc, pour que ça fasse 2 membres ici, parce qu'il faut que ça soit, il se multiplie avec quelqu'un. Parce qu'ici, comme il est au carré, c'est lui-même fois lui-même, ok? Ici, il est tout seul, il va falloir qu'on le multiplie par une autre personne. Voilà. Et j'avais dit que cette autre personne-là, ce n'est rien d'autre que 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5x moins 9, on va le multiplier par 1. Et là, nous avons déjà 2 membres ici, au minimum, et 2 membres là,
au minimum. Voilà, deuxième étape, c'est de chercher le facteur commun. Donc, le facteur commun ici, c'est 5x moins 9. Donc, avant de passer à la forme factorisée, je vais d'abord étendre notre 5x moins 9 au carré. Voilà, j'ai étendu mon 5x moins 9 au carré, donc c'est devenu 2 personnes que j'ai mis là. Et là, nous repérons notre facteur commun qui est tout simplement 5x moins 9 et on le repère de part et d'autre de notre signe moins si c'est moins ou plus si c'est plus. Ok, ici nous avons affaire à moins. Donc de part et d'autre de notre signe moins, on a pu trouver le facteur commun. Voilà, et on passe tout juste et on va le mettre en facteur. Ok, donc on le met en facteur, c'est 5x moins 9. Ok. On ouvre la grande parenthèse, nous mettons le reste des membres que nous avons, donc nous allons mettre ce 5x moins 9 qui est resté, donc 5x moins 9, voilà, on met le moins qu'il y a là, on met le moins, ici on a déjà mis en facteur, donc il ne reste que 1, donc on va mettre le 1 ici. Voilà, j'espère que vous voyez à quoi a servi le 1 ici. Imaginez que vous n'avez pas mis 1, vous serez resté avec 5x moins 9 et ça allait être faux. Voilà, maintenant je vais arranger ce qu'il y a ici à l'intérieur, donc je vais enlever ces deux parenthèses, donc ça va faire 5x moins 9 moins 1. Voilà, et après ceci, on va donc juste effectuer ce calcul, moins 9 moins 1, ça va nous faire moins 10, donc on va mettre la réponse là. Voilà ce que ça nous a donné, donc on a bien notre 5x moins 10 ici, mais ce n'est pas terminé parce que dans nos choix ici, nous n'avons pas un 5x moins 10, mais nous avons 5x moins 9 partout. Ok, donc il va falloir qu'on voit quel est le problème. Voilà, ici, le problème qui est ici, c'est qu'on pouvait encore factoriser ici par un nombre qui est 5. Ok, on pouvait encore factoriser par 5 parce qu'on voit bien que 5 est divisible par 5 et 10 est divisible par 5. Et ce 5-là, on va le mettre ici devant. Voilà, j'ai mis le 5 ici devant et là, on va pouvoir trouver l'écriture qu'on doit mettre ici. Ok, il va falloir que 5 multiplié par ce qu'il y aura là donne ceci. Maintenant, 5 multiplié par x nous donne 5x. Et maintenant, moins 5 multiplié par qui nous donne 10, c'est multiplié par 2. Donc, il va falloir que lorsque vous multipliez ceci par cela, vous tombez sur 5x moins 10. Voilà, nous avons trouvé la forme factorisée de b que voici et nous allons chercher cette expression dans nos 4 réponses. Voilà, on a ici 5 facteur de 5x moins 9, x moins 2, donc c'est la réponse D. Donc dans notre tableau, nous avons mis la réponse D et nous passons directement à la question 4. Donc dans la question 4, on nous dit d'écrire A, de donner l'écriture irréductible de A. Voici A qu'on a ici. Donc, on va choisir parmi les 4 comme d'habitude. Donc, ici, nous avons ce A-là. Et avant de commencer ce calcul, n'oubliez pas que lorsque vous avez des plus, des moins, des multiplications qui se suivent dans un calcul, il faut respecter ce qu'on appelle la règle de priorité. La règle de priorité, c'est quoi? C'est la règle de priorité des calculs. C'est une règle qui permet de calculer calculer certaines valeurs avant les autres, okay? D'utiliser certaines opérations pour être beaucoup plus clair avant les autres. Donc, il faut savoir que dans la règle des priorités, on a, surtout dans ce cas, on aura 3 ordres de calcul à respecter. Donc, premièrement, nous allons faire les puissances et les parenthèses parce qu'on effectue d'abord les opérations avec des puissances et des parenthèses, des opérations qui sont dans les parenthèses et qui ont des puissances, ok? Donc, deuxièmement, nous allons faire la division et les multiplications. Voilà, les divisions et les multiplications. Et enfin, nous allons finir avec les soustractions et les additions. Voilà. Maintenant, ici, lorsque vous voyez une opération qui est suivie des plus, des moins, des divisions, ainsi de suite, commencez toujours par les puissances et les parenthèses, les divisions, puis les divisions et les multiplications, et enfin les soustractions et l'addition. C'est exactement ce qu'on va faire dans ce calcul. Donc, allons-y. Ici, on repère, est-ce qu'on repère les puissances et les parenthèses? Oui, on a les puissances et les parenthèses ici. Donc, on va commencer par là. Donc, on aura A égale. Voilà, on va donc commencer par ici. Ici, il ne faut pas oublier que A sur B, puissance N,
égale à A puissance n sur B puissance n. Donc, on va distribuer ce n au numérateur et au dénominateur. Donc, ça fera, comme c'est au carré ici, ça fera 3 au carré divisé par 2 au carré. Donc, ici, on aura 3 au carré qui fait 9 divisé par 2 au carré qui fait 4. Et nous fermons la parenthèse. OK? Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on repère? On repère qu'il y a une multiplication là et une division ici. Parce que la deuxième étape, c'est de gérer les divisions et les multiplications avant de gérer les soustractions et les additions. Donc, allons-y. Ici, on écrit A, 3, K, on ne touche pas. Plus, ici, comme c'est une division entre deux fractions, vous savez que diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction-là. OK? Donc, ici, on aura 5 demi multiplié par 6 cinquièmes. Donc, j'ai juste inversé cette fraction. Ici, je vais donc faire la multiplication qu'il y a là. Donc, ici, on a moins 2 fois 9. Donc, on aura moins 18 sur 4. Voilà. Voilà, on est déjà ici. On fait d'abord cette multiplication. Voilà, on doit donc faire cette multiplication et on va mettre la réponse ici. Ici, on va faire 5 fois 6 et 2 fois 5. C'est comme ça que ça se passe avec les multiplications. OK, vous pouvez faire comme ça, puis vous allez simplifier. C'est comme vous voulez. Maintenant, ici, moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses à simplifier d'avance. Donc, ici, moi, je peux déjà simplifier 5 et 5. OK? On peut déjà simplifier 5 et 5. Donc, les 5 partent. Il va rester 6 et 2. Nous voyons que 6 et 2, ce sont des nombres pairs. Donc, on peut les simplifier par 2. Donc, ici, si on simplifie par 2, on aura 1. Et ici, si on simplifie par 2, on aura ici 3. Donc, on aura 3 sur 1 et 3 sur 1, ça nous donne bien 3. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et maintenant, on va finir avec les soustractions et les additions. Voilà. Maintenant, ici, on a un nombre sur 4. Ici, on a un nombre sur 4. Maintenant, ici, on doit mettre sur 4 également pour qu'on ait le même dénominateur. Et vous savez que les fractions, lorsqu'on les additionne ou qu'on les soustrait, quand ils ont le même dénominateur, on ne gère que quand ils ont le même dénominateur, on ne gère que les numérateurs. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc, maintenant, pour que ceci soit un nombre sur 4, il va falloir qu'on remette sur 1 en bas. OK? On remet sur 1 parce que 3 sur 1, c'est 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier en haut et en bas par 4 pour qu'il y ait 4 en bas comme les autres l'ont ici. Voilà, qu'est-ce que ça devient? Ça devient 3K plus 3. 3 fois 4, 12. Donc ici, ça va faire 12. Et ici, 1 fois 4, ça va faire 4 moins 18K. Donc l'objectif, c'était de les mettre au même dénominateur. Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Et à la fin, on va conserver le dénominateur qui est 4. Et là, on va effectuer ce calcul qu'il y a là. Donc, ça va faire 3 plus 12, ça nous fait 15. Moins 18, ça nous fait bien moins 3. Là, j'ai mis moins 3 et on va voir quelle réponse correspond à ce résultat. Donc, ici, on regarde et on voit que ça correspond à la lettre C que nous allons mettre dans notre tableau. Donc, là, on va mettre la lettre C et on va passer au B. Voilà, le B consistait à répondre par vrai ou faux sur ces deux affirmations. Donc, on va compléter aussi un autre tableau pour pouvoir répondre à nos questions. J'aimerais vous rappeler que ce que je suis en train de faire au brouillon, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple, sur le calcul de A là. On ne doit pas retrouver ça dans votre copie. On doit juste trouver la bonne réponse dans votre tableau. Donc, tout ce qu'on doit trouver, c'est ce tableau avec des réponses et non ces détails que j'ai mis dans chaque réponse de l'exercice 1. Okay? Donc, on va faire la même chose ici. Donc, je détaille pour que vous puissiez comprendre ce que vous devriez faire dans votre brouillon. Donc, c'était juste une précision. Voilà, ces affirmations-ci, on doit répondre par vrai ou faux. Donc, on va commencer par le numéro 1. On nous dit le nombre C égale à 3 racines de 2 plus 2, facteur de 3 racines de 2 moins 2. Alors, on demande, est-ce que ce nombre-ci est un entier naturel? On sait que les entiers naturels sont ces grands N qui sont les nombres entiers positifs. Okay? Donc, on va donc savoir si C est un entier positif. Voilà, allons-y. Ici, j'ai reformulé la question, mais il faut éviter souvent ceci parce que la présentation, ça compte. Mais mine de rien, on ne veut pas voir les détails de cette question dans votre feuille de composition. Donc, allons-y, répondons à la question. Ici, on a 3 racines de 2 plus 2,
3 racines de 2 moins 2. Et ça doit nous attirer l'attention parce que ceci ressemble beaucoup à une identité remarquable que nous avons vue dans le calcul littéral. Ok, donc ici, ça ressemble à A plus B. Ok, et ici, facteur de A moins B, où A c'est 3 racines de 2 et B c'est 2. Donc, et on avait vu que A plus B facteur de A moins B nous donnait A carré moins B carré. Donc, ça c'est la forme factorisée et ceci c'est la forme développée. Donc, on va donc développer ceci pour savoir si on peut trouver un entier naturel ou pas. Voilà, ici on va dire C égale. On a déjà pris A comme 3 racines de 2 et B comme 2. Donc, on va tout simplement l'écrire sous forme de A carré moins B carré. Donc, allons-y. Donc, A carré, c'est 3 racines de 2 au carré. Donc, ici, on aura 3 racines de 2 au carré moins B au carré. B, c'est 2. Donc, B au carré. Donc, 2 au carré. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on commence les calculs. Donc, ici, 3 racines de 2 au carré, c'est 3 au carré fois racine de 2 au carré. Parce qu'il ne faut pas oublier que A fois B, ok, le tout au carré égale à le tout exposant n, voilà, égale à A exposant n fois B exposant n. Donc, il ne faut pas l'oublier. En fait, 3 racines de 2, c'est comme 3 fois racine de 2. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit comme ceci. Voilà, et l'autre, ça fait bien moins 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Maintenant, on fait ce petit calcul-là. 3 au carré nous donne 9. Racine de 2 au carré, il faut savoir que racine de A, le tout au carré nous donne A. Donc, ça veut dire que racine de 2 au carré nous donne bien 2. Donc, fois 2 moins 4. Maintenant, on finit dans le calcul. Ici, ça va faire 18. Donc, 9 fois 2, 18 moins 4. Donc, C va nous donner à la fin K, 14. 10 moins 4, 18 moins 4, c'est 14. Est-ce que 14 est un entier naturel? Oui, c'est un entier positif. Donc, la première réponse est vraie. La première réponse, c'est vrai. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question nous dit, la deuxième proposition nous dit, si 2,23 inférieur à racine de 5 inférieur à 2,24, alors, croix moins racine de 5 est entre 0,76 et 0,77. Donc, on va donc chercher à justifier si ceci donne ceci, et là, on va pouvoir dire que c'est vrai. Donc, si après avoir fait des... Après être quitté ici pour arriver là, on ne trouve pas 0,76 et 0,77, l'affirmation sera fausse. Voilà, ici j'ai reformulé la question et on va passer à la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, on doit quitter de ceci, de cet encadrement-là, pour arriver à cet encadrement-là. Voilà, comme ici, nous avons racine de 5, ici nous avons racine de 5, et ici nous avons 3 moins racine de 5. Donc, comme on voit moins racine de 5 ici, ça veut dire qu'on va commencer par encadrer moins racine de 5. On va commencer par encadrer moins racine de 5. Voilà, maintenant ici, nous quittons du monde des positifs pour le monde des négatifs. Et il faut savoir que lorsque nous quittons des nombres positifs pour les nombres négatifs, celui qui était grand devient petit. Ok? Si par exemple, je vous donne un exemple, 1 est inférieur à 2 dans le monde des positifs, ok? Dans le monde des positifs. Maintenant, c'est l'inverse dans le nombre des négatifs, c'est-à-dire quoi? Moins 1 devient plus grand que moins 2 dans le nombre des négatifs. Il faut donc le savoir. Donc ici, le plus grand nombre ici, c'est 22,24 d'après les signes qu'on a là, ok? C'est 2,24. Ça veut dire que lorsqu'on va basculer dans le monde des négatifs, il sera le plus petit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le mettre ici. Et le plus petit, dans le monde négatif, devient le plus grand. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons 3 moins racine de 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais juste ajouter 3 ici. Ici et ici. Donc là, nous avons déjà le nombre qu'on veut. Le voici. Maintenant, il reste à calculer ceci. Si ça va nous donner 0,76 et calculer ici, si ça va nous donner 0,77. Voilà. Et maintenant, après calcul, nous trouvons que 3 moins 2,24, ça donne bien 0,76. Et 3 moins 2,23, ça donne bien 0,77. Donc ici, nous avons trouvé
que la proposition est vraie. Donc ici, nous allons mettre vrai. Voilà, nous avons mis vrai et nous allons passer à l'exercice 2. Voilà, l'exercice 2 nous dit, question 1, nous dit, en utilisant l'algorithme d'Euclide, montrez que le PGCD de 378 et 270 et 54 fait apparaître sur votre copie les calculs intermédiaires. Donc, je vais reformuler cette question et nous allons justifier que le PGCD c'est 54. Voilà, j'ai reformulé la question et on va donc chercher le PGCD de ceci, le PGCD de 378 et 270 à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Alors, pour pouvoir effectuer l'algorithme d'Euclide, je vais partir de mes deux nombres qu'il y a ici. Donc, je vais choisir le plus grand que je vais d'abord écrire. Le plus grand, vous écrivez le plus grand ici et vous dites c'est égal à le plus petit, 270, et vous allez faire multiplier par quelqu'un plus un reste. Voilà, donc multiplier par quelqu'un plus un reste et vous vous assurez que le reste ici est un nombre qui est plus petit que 270. Voilà, maintenant pour trouver le nombre qu'il y a ici, on va tout simplement faire avec notre calculatrice 378 divisé par 270. Et lorsque vous avez effectué ce calcul, vous allez prendre la partie entière de ce qui sera affiché sur votre calculatrice. Et la partie entière sera 1, parce que la réponse sera 1, quelque chose. Ok? Maintenant, la partie entière que moi je veux, c'est 1. Donc ici, on va mettre fois 1. Maintenant, il y a un reste. Lorsque vous faites 270 fois 1, ok, fois 1, ça fait 270. Maintenant, pour quitter de 270 à 374, il y a un reste, donc plus quelqu'un, ça va nous faire 378. Voilà, je répète. Ici, on aura 270 fois 1, ok, ça va faire 270. Maintenant, pour qu'on complète et arriver à 378, on doit ajouter un nombre ici. Voilà, et ce nombre-là sera 108. Voilà. Donc, lorsque vous faites 270 fois 1 plus 108, vous tombez sur 378, donc vous devez vérifier à chaque fois. Voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends 270 et 108 que je vais utiliser ici en bas, comme je l'ai fait avec 378 et 270. Voilà, ici, j'ai mis ici 270, là, donc il vient ici, et j'ai mis 108 ici, ok? Donc, je vais toujours faire comme ça, tout au long de mon algorithme d'Euclide, ok? Donc, ici, 108 multiplié par combien plus un certain nombre. Ici, pour avoir le nombre qu'il y a là, il va falloir que je fasse 270 divisé par 108. Ok? Et lorsque je fais ce nombre, je fais cette division-là, je trouve 2, quelque chose. Et moi, je ne veux pas 2, quelque chose. Moi, je vais 2, la partie entière. Ok? Je vais la partie entière. Et la partie entière qui apparaît lorsque vous faites 270 divisé par 108, c'est 2. Voilà. Et il y aura un reste ici. Ok, lorsque vous faites 208 fois 2, ça va vous faire 216. Et vous faites 270 moins 216, ça va vous donner ce que vous devez écrire ici. Et après calcul, on trouve que c'est 54. Voilà, donc, et vous devez vérifier que 108 fois 2 plus 54, ça nous donne bien 270. Voilà, donc je vais refaire la même chose. Je reprends 108 et le reste. Ok? Je vais les écrire comme je l'ai fait avec 270 et 108 sur la deuxième ligne. Voilà, j'ai réécrit 108 et 54 là et nous allons compléter encore ici. Donc, je refais la même chose. Je prends 108 divisé par 54. 108 divisé par 54, ça va me donner 2, quelque chose. Donc, je m'en fous de la partie décimale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie entière. Et la partie entière ici, c'est 2. OK? Donc, plus quelque chose. OK? Bon, on remarque déjà que 108 divisé par 54 ne nous donne pas 2, quelque chose. Ça nous donne exactement 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reste. Donc, ici, il y aura plus 0 parce que 54 fois 2 nous donne déjà les 108. Voilà. Et lorsque vous arrivez sur 0, vous arrêtez l'algorithme. Et je vais vous montrer comment trouver le PGCD. Voilà, le PGCD ici est le dernier reste non nul, donc 54. Il faut savoir qu'ici, voici les restes. Ici, c'est un premier reste. Voici le second reste. Et voici le troisième reste. OK? Ici, le reste était nul, donc on ne peut pas le choisir comme PGCD.
Ici, c'est le premier reste, donc on ne peut pas le choisir. On choisit le dernier reste non nul. Non nul veut dire différent de 0. Donc, on va choisir un dernier reste différent de 0. Voilà, et ce nombre-là, c'est bien 54. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PGCD de 378 et 270, c'est bien 54. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici et on passe directement à la question 2. Voilà, la question 2, c'est un petit problème que lorsque je vois les nombres ici, on sent que ça a un rapport avec la première question. Donc, ici, on dit pour une kermesse, un comité des fêtes dispose de 378 canettes de jus et 270 canettes de bière. Il veut faire le plus grand nombre de lots identiques en utilisant toutes les canettes. Comme on dit A, combien de lots identiques pourra-t-il placer sur un certain nombre de tables? Voilà. Voilà, 2A, on dit le nombre de lots identiques qu'il pourra placer sur un certain nombre de tables. Voilà. Voilà. Ici, il faut préciser l'action qu'il veut effectuer. L'action qu'il veut effectuer, c'est quoi? On dit ici, il veut faire le plus grand nombre de lots identiques. Quand je lis quelque chose comme ça, il veut faire le plus grand nombre de lots identiques. Il faut directement, je dis bien directement, penser au PGCD. Donc, quand on vous parle déjà d'un plus grand nombre de trucs identiques, on pense déjà au PGCD. Ok, vous devez penser au PGCD. Maintenant, ces lots-là, comment est-ce qu'on doit les subdiviser? Il faudrait qu'il utilise toutes les canettes qu'il a. Donc, les canettes de jus et les canettes de bière. Il va falloir qu'il les utilise. Maintenant, il doit disposer en lot sur un certain nombre de tables. Et voilà comment ça doit être disposé. Ça doit être disposé de telle sorte que chaque table a le même nombre de jus et chaque table a également le même nombre de bière. Il ne faudrait pas que dans une table, il y ait moins de jus que dans l'autre table. Ou alors qu'il y ait moins, ou bien qu'il y ait plus de bière que dans une autre table. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, il va falloir qu'il départage ça dans toutes les tables, ok? Et pour il faudrait que, premièrement, qu'il ne reste avec aucune canette. Et deuxièmement, qu'il partage de manière équitable les jus et les bières sur chaque table. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a il peut partager en tout petit lot, mais il y a le plus grand nombre de lots qu'il peut effectuer. Et le plus grand nombre de lots là, c'est le PGCD du nombre de ces deux nombres de types de canettes. Donc, allons-y, répondons à la question. Voilà, je commence par répondre que le grand nombre de lots identiques qu'il peut former avec ces canettes est le PGCD de 378 et 270 qu'on a calculé à la première question. Et ça nous a donné ici 54 lots. Donc, il peut former 54 lots identiques. Voilà. Et nous passons à la deuxième question. Voilà, la deuxième question nous dit B. Quelle sera la composition de chacun de ces lots? Donc, pour connaître la composition de ces lots, on va tout simplement prendre 54 divisé par 378 et on aura le nombre de jus qu'on aura sur chaque table. On fait également 270 divisé par 54 parce qu'on divise le plus grand sur le plus petit. Donc, je répète, ici, on va faire 378 divisé par 54. Ça va nous donner le nombre de canettes de jus qu'on aura sur chaque table. Et on va faire 270 divisé par 54. Ça va nous faire le nombre de bières qu'on aura sur chaque table. Et précision à faire, si vous divisez le PGCD par ces deux nombres et que vous avez un nombre décimal, sachez que vous avez une erreur de calcul dans votre PGCD. Donc, allons-y. Donc, ici, on dit la composition de chaque lot. Donc, un lot sera composé de, comme j'ai dit, 378 divisé par 54 divisé par le PGCD qui va donner 7 canettes de jus et de 270 divisé par 54 qui va nous donner 5 canettes, voilà, canettes de bière. Voilà, ça va nous donner ici 5 canettes de bière et 7 canettes de jus. Donc, chaque lot sera composé de 7 canettes de bière et de 5 canettes de jus, ce qui met fin à l'exercice 2 et à l'activité numérique. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la correction. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de poser cette question dans les commentaires. Et je vous prie de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la correction de l'activité géométrique. Merci et à bientôt.